personne très curieuse de nature. Donc, ce qui fait que pour savoir comment je devais visiter mon lieu de réception, j'avais déjà des questions très poussées. Et on est un peu les fées clochettes qui doivent trouver des solutions à tout. Donc, nous aussi, on se pose dans notre tête qu'est-ce qu'on fait, mais pas ouvertement pour pouvoir se dire bon, on va trouver la solution. Hello et bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast dans lequel des wedding planners à succès nous racontent leur histoire. Je suis Benjamin Turc, fondateur de Planners, la plateforme dédiée aux organisateurs de mariages français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, après une longue période d'inactivité, de retrouver Bénédicte N. Giambila. On va parler de son histoire, comment elle est devenue wedding planner après une expérience dans l'esthétique, dans le maquillage également. Mais on va surtout parler de son agence Couleur du Monde et des visites techniques, enfin des lieux de réception pour les mariages, comment on visite, quels sont les points très importants à regarder quand on visite un lieu, que ce soit pour toi si tu es wedding planner et que tu cherches à te créer ta checklist lorsque tu visites un lieu, ou alors si jamais vous envisagez, que vous écoutez en tant que couple et que vous envisagez de vous marier dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Vous allez apprécier cet épisode puisque on va faire un tour d'horizon complet de tous les pièges à éviter, tous les points vraiment qui nécessitent une attention particulière, puisque ce sont les petites lignes au fond du contrat que généralement on ne lit pas lorsque dans l'excitation on réserve son lieu de réception pour son mariage. En plus, Bénédicte a gentiment accepté de nous mettre à disposition sa checklist. Alors je ne sais pas encore le format au moment où j'enregistre cette intro, mais ce sera sûrement un document Word qui sera disponible sur le blog Planners dans l'article qui accompagnera cet épisode. Voilà, sans transition, je te laisse écouter ma conversation avec Bénédicte. Salut Bénédicte, ravi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Carnet de Noces après une longue pause, une très longue pause. On reprend le podcast avec toi aujourd'hui. Alors, on est début septembre, je ne sais pas encore à quelle date l'épisode sera diffusé, mais probablement courant septembre 2023. Donc aujourd'hui avec toi, on va parler de visite technique, on va parler des lieux de réception, comment bien visiter un lieu. Ça va parler non seulement aux wedding planners, mais également à tous les couples qui nous écoutent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander, Bénédicte, de te présenter. Alors oui, alors bonjour Benjamin, donc moi c'est Bénédicte, j'ai 30 ans, je suis wedding planner et également esthéticienne et maquilleuse, donc j'ai deux cœurs de métier qui se combinent et se complètent parfaitement. J'ai 12 ans d'expérience dans le métier de maquilleuse et d'esthéticienne et 8 ans d'expérience dans le métier de wedding planner. Donc dans le métier de wedding planner, j'ai eu l'occasion d'être diplômée par l'ASSOCEM et également par les Wonder Planneuses et Van by P, qui sont deux wedding planners qui sont sur le terrain et qui m'ont permis d'apprendre ce que j'avais déjà acquis de ma propre expérience. Ok, c'était plus succinct que ce que tu m'as raconté tout à l'heure, Oui. parce que tu m'as fait une petite présentation avant qu'on enregistre, et je t'avais dit de faire un peu plus succinct, et alors là, pour le coup, tu as bien résumé. Non, mais raconte-nous un petit peu plus la genèse, en fait, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à ce métier. Et puis, c'est intéressant de voir, c'est vrai, les passerelles qu'il y a entre ton premier métier, qui donc est maquilleuse esthéticienne, et comment ça a pu t'aider, et comment ça t'aide encore tous les jours dans ton métier de wedding planner, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus là-dessus aussi. Alors oui, en fait, le métier de maquilleuse et d'esthéticienne, c'est d'embellir la femme, la beauté de la femme. C'est également en prendre soin et faire en sorte qu'elle puisse être la plus belle pour le jour J. Et effectivement, il m'est arrivé par mon carnet d'adresses que j'avais déjà à force de maquiller sur des plateaux télé, sur des magazines, dans des mariages, des événements, d'avoir un carnet d'adresses assez conséquent avec du coup des contacts comme des photographes, des décoratrices, des stylistes ou des prestataires comme des salles de réception, des DJ. Et quand les mariés, en fait, me faisaient part de leurs besoins, comme je suis vraiment assez sociable, je posais les questions du genre est-ce que vous avez pu trouver votre photographe ou votre coiffeuse ou est-ce que où vous en êtes en fait au niveau des préparatifs. Et c'était vraiment instinctif. Je posais ces questions-là pour vraiment m'intéresser à ma mariée et savoir où elle en était. Et je proposais en fait mes contacts
sans pour autant savoir que, c'était un métier et ça s'est fait, naturellement déjà auprès de mes mariés, mais aussi au niveau de la famille, de mes proches qui me demandaient en fait, de pouvoir organiser leur mariage, de gérer la coordination, de gérer, le cortège, les chorégraphies, et également rechercher les prestataires. Donc j'étais un peu au four et au moulin. Je pouvais maquiller, mes 4 sœurs et puis, toutes mes tantes, et après, passer à la chorégraphie et à la coordination. Donc je suis congolaise, donc vous savez qu'on aime bien les choses en grand et dans le matu vu, donc c'est ce qui faisait que voilà, j'étais, assez polyvalente et le déclic s'est fait, lorsque, on m'a proposé de faire la direction artistique, du magazine Miss Ébène avec Flora Coquerel, la Miss France 2014. Et là, j'ai eu l'occasion de lui créer 8 looks de robes de mariée, donc de la tête aux pieds, avec un style bohème, un style princesse, un style rock, enfin voilà, les différents styles que peuvent rencontrer les mariés. Et j'avais qu'une semaine pour le réaliser. Et là, le fait qu'on me fasse confiance pour ça et qu'en plus ça soit dans le domaine du mariage, ça m'a vraiment, fait comprendre, que j'avais l'occasion en fait de le faire et dans un temps imparti. Et l'année d'après, donc en 2018, j'ai organisé mon propre mariage de rêve et du coup, j'ai pu mettre en place, par la suite, en 2019, mon agence Couleurs du Monde Events, de façon à mettre en avant, ce que je souhaitais proposer, comme prestation et du coup, me former en 2020, entre 2019 et 2020, donc avec la SOCEM et avec Even by P et les Wonder Planeuses. Donc voilà. Ok, donc depuis 2019, c'est quoi en fait la répartition de ton activité entre tout ce qui concerne l'esthétique et le maquillage versus le mariage? Tu fais 100% de mariage ou ça reste encore Alors assez du bien coup, équilibré? j'ai commencé le maquillage et l'esthétique il y a 12 ans, donc c'était à peu près en 2011-2012 et le wedding planner, j'ai commencé en 2014, sans qu'il y ait l'agence de créer. Mais en 2014, j'avais commencé déjà à organiser, des mariages et ce que je faisais en fait, quand c'est la famille et les proches, c'est vrai que je faisais les 2 en même temps. Ne me demandez pas pourquoi et comment je faisais, mais en tout cas, je me retrouvais à maquiller et les 2 heures après, organiser la gestion. Donc j'ai toujours été partout à la fois et du coup, j'avais cette dextérité, hein, de faire les 2 en même temps. Mais par contre, pour un mariage au niveau de mes clientes, je suis plutôt dans l'optique de me concentrer sur, l'organisation si c'est un grand mariage, pour que je puisse en fait, déléguer et permettre à mon équipe du coup d'interagir sur les autres pôles au niveau de la journée et pareil, dans le maquillage, ainsi, sur un mariage, l'organisation est beaucoup trop lourde à gérer. Je ne vais pas me permettre de maquiller également le jour J, je vais plutôt déléguer à une consoeur, qui est maquilleuse et qui va permettre à ce que je puisse être plus flexible. Mais ça m'est déjà arrivé, notamment, l'année dernière pour un mariage où la mariée voulait vraiment que moi et du coup la matinée je l'ai maquillée et j'ai poursuivi la coordination et la gestion, de A à Z de son mariage et j'ai pu le faire parce que j'avais une équipe sur place qui permettait de pallier aux différents postes. Mais ça n'empêche que, si je peux ne pas faire les 2 en même temps, je préfère, pour vraiment être, concentrée dans la gestion de mes tâches. Et tu parles beaucoup, quand tu parles de tes mariages, tu parles beaucoup d'équipe aussi. Je vois sur ton site, tu as une liste assez grande avec toutes sortes de prestataires. Ça va du coiffeur, du barbeur, jusqu'à la conseillère en image, personal shopper. Ça, c'est des partenaires qu'on voit peu sur des sites de wedding planner. D'ailleurs, c'est assez rare, j'ai l'impression de voir tous ces partenaires comme ça sur une page spécifique sur son site. Toi, tu as fait le choix justement de tous les afficher, d'en mettre une longue liste. Ça t'est venu ça, dès le début? Est-ce que pareil, est-ce que ça t'apporte quelque chose d'avoir cette liste sur ton site? Est-ce que ça rassure tes prospects de voir que tu es bien entouré? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je vois très rarement. Alors oui, cette liste, c'est des partenaires avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler. J'ai notamment participé au salon du mariage en exposant d'ailleurs, un stand, donc c'était en 2021 et la plupart de ces prestataires, que ça soit sur le salon du mariage, que ça soit justement sur la direction artistique du magazine, Miss Ébène avec Flora Coquerel ou encore dans les différents mariages et projets, qu'on a en commun, j'ai eu cette occasion de travailler avec eux et je trouve que c'est important de savoir remercier les personnes avec qui on travaille, de les mettre en avant. Donc pour moi, c'était,
normal de les mettre sur mon site, dès la création de mon agence. C'était tout à fait normal de les mettre à l'honneur, sachant que ces personnes-là aussi, j'avais travaillé avec eux bien avant la création de, heu, de mon site. Et par rapport à pourquoi ils sont là, c'est parce que moi, j'ai mis en place, un wedding concept à 360°. Je l'ai appelé comme ça, car je suis les mariés, les témoins et les garçons d'honneur et demoiselles d'honneur, ainsi que les parents, sur du avant, pendant, après. Donc j'ai une formule qui permet en fait d'avoir ce wedding concept à 360°. Et du coup, avant, je suis les mariés pour pouvoir organiser leur enterrement de vie de jeune fille et leur demande en mariage. Le pendant, ça va être tout ce qui est conseil en images et personal shopper, avec un suivi personnalisé pour les mariés, mais également pour les garçons et demoiselles d'honneur, ainsi que les témoins et les parents. Parce que je trouve qu'on oublie souvent les personnes qui mettent en avant les mariés, et c'est important de ne pas oublier le cortège et également les personnes qui les font honneur. Et le après, ça concerne tout ce qui est baby shower, lune de miel, et tout ce qui est après mariage. Donc c'est vraiment une formule avant, pendant, après, avec un wedding concept à 360° et qui comprend justement ces prestataires qui sont mis en avant sur mon site et d'autres avec lesquels je collabore de façon en fait à ce que les mariés ne manquent de rien et trouvent tout au même endroit. C'est assez original ça aussi. Je l'ai vu sur ton site, cette formule, c'est d'ailleurs une formule que tu as appelée épicée, Oui, tout à sans doute, fait. parce que En le fait, prix est forcément un peu plus élevé que les autres. alors, je suis très Euh, gourmande, donc j'ai appelé mes formules, formule épicée, formule chocolat, formule caramel et vanille. Donc ça faisait référence, vraiment à ce que j'aime dans la nourriture. Je suis très gourmande et l'agence, je l'ai appelée Couleur du Monde Events parce que j'avais envie de mettre en avant la diversité, la beauté plurielle et donc le fait d'organiser des mariages de tout type d'origine et d'horizon, de culture et de religion, c'était important pour moi de le mettre en avant. D'où le nom Couleur du Monde Events. ok, est-ce que c'est une formule ça d'ailleurs qui est appréciée? Est-ce que c'est une formule que les gens prennent beaucoup? Alors beaucoup, plutôt, pour les mariages mixtes et les mariages, africains parce que, ils aiment faire les choses, en grand et souvent ils aiment pas forcément se prendre la tête à tout organiser. Les personnes qui sont plutôt d'origine, caucasien ou, de d'autres pays un peu plus, qui sont plus dans la réserve en fait et qui vont sûrement préférer le minimaliste. Donc ils vont pas forcément aimer le fait de tout organiser, ils vont plutôt préférer prendre des options personnalisées, c'est tout à fait possible. Et donc dans ces cas-là, ils vont prendre l'organisation de A à Z et ils peuvent me demander par exemple, nous souhaiterons ajouter à cette formule la demande en mariage ou l'enterrement de vie de jeune fille ou encore que vous nous organisiez la lune de miel et c'est tout à fait possible. On n'est pas obligé de prendre la plus grande formule, tout est modulable et vraiment j'essaye d'être à l'écoute, des mariés et de répondre à leurs besoins. Donc c'est pas obligatoire de prendre vraiment la formule qui est toute faite, mais le but en fait, c'est de faire comprendre que tout est modulable et que, toutes les mariées, peuvent avoir, ce qu'elles veulent, peu importe le budget, la demande ou les besoins. Et donc dans ce cadre-là, tu fais aussi la recherche de lieux, j'imagine. Tout à fait. Après, j'ai des lieux avec qui, je travaille souvent et puis en général, j'essaie vraiment, de trouver des lieux qui correspondent à la personnalité des mariés, c'est important. Le lieu se choisit par rapport à la personnalité, le thème du mariage, le budget également, mais aussi, par rapport aux envies, la géolocalisation également et les origines. Enfin, le lieu peut prendre en en partie tellement de critères que en fait, il faut pas le négliger. Et c'est de nouveau Benjamin, je voulais te couper quelques secondes pour te parler d'un nouveau projet que l'on lance chez Planners, puisque nous allons prochainement ouvrir les portes du club Planners. Alors tu te demandes sûrement ce qu'est le club Planners, je ne vais pas t'en dire trop pour le moment, puisqu'à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est à la rentrée de septembre 2023, le club n'est pas encore lancé, nous ouvrirons ses portes début novembre 2023, donc selon la date à laquelle tu écouteras cet épisode, le club sera soit en cours de lancement, soit déjà lancé. Donc pour t'en dire quelques mots, ce sera un programme de formation assez unique en son genre, et on veut mettre toute notre expérience chez Planners associée à une wedding planner à succès pour vraiment former les wedding planners de demain. Et je suis vraiment super excité à l'idée de lancer ce projet. Donc merci déjà de m'avoir écouté.
Pour avoir toutes les infos sur le Club Planners, il suffit de se rendre sur www.leclubplanners.fr, tout attaché. Encore une fois, selon la date à laquelle tu te rendras sur le site, on sera soit sur la page d'inscription pour mettre ton mail et être informé des informations du lancement du club, ou soit le club sera déjà lancé, donc tu auras toutes les infos sur cette page web. Merci encore pour ton écoute et je te laisse avec l'épisode. Ça me fait transitionner sur le thème de ce podcast, qui est donc la visite technique d'un lieu de réception. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête, moi, quand j'ai ce thème en tête. Tout simplement parce que j'ai la conviction qu'un wedding planner, non seulement ça va t'aider à organiser ton mariage, ça a plein d'avantages, mais ça a aussi l'avantage de pouvoir choisir un lieu à ta place et d'aller visiter des lieux avec son œil d'expert, de professionnel, œil de professionnel qu'ont pas forcément un couple qui va peut-être se focaliser sur de mauvais éléments ou qui va pas prendre en compte certaines choses. Enfin, ça, c'est la conviction que j'ai. Et justement, le but de ce podcast-là, c'est aussi de faire la promotion du métier de wedding planner qui a aussi un gros rôle en amont et pas forcément le jour de la cérémonie. Oui, tout à fait. Et donc j'espère que tu vas pas me contredire puisque, et tu m'as d'ailleurs demandé en intro si fallait être technique ou pas. Et bah, le but c'est d'être le plus technique possible, D'accord. d'entrer un maximum dans les détails pour que les wedding planners qui nous écoutent et qui n'ont pas ton expérience puissent justement monter en compétence sur la visite des lieux de réception, et pour les couples qui nous écoutent aussi, se rendre compte que visiter un lieu, ça reste compliqué, hein. C'est comme agent immobilier, on ne s'improvise pas agent immobilier du jour au lendemain, hein, même si tout le monde a l'impression de savoir quoi regarder quand il visite une maison. Tout à fait. Il y a quand même pas mal de points qui ont leur importance. Donc j'aimerais qu'on balaye vraiment très largement le sujet aujourd'hui. Alors j'avais pas préparé de questions, mais en tout cas une qui me vient en tête quand même, c'est toi quand tu t'es lancé dans ce métier, entre ton toi de 2014, hein, quand tu t'es lancé, et ton toi de 2023, comment est-ce qu'a évolué ton regard et ton expertise sur les lieux? Est-ce que ça a vraiment changé du tout? Est-ce que maintenant tu te dis, mais en fait à l'époque, enfin, j'en savais pas grand-chose, je regardais rien, enfin, je ne regardais rien de ce qu'il fallait regarder. Enfin, comment est ton œil critique par rapport à ça? Bah, il faut savoir que je peux me mettre à la place du client parce que je me suis moi-même mariée et j'ai organisé mon mariage. Donc je peux me mettre en tant que prestataire et autant en tant que mariée. Donc finalement, ça me permet de mettre dans les 2 positions. Avant mon mariage, par contre, je me suis renseignée. Je suis une personne, très curieuse de nature. Donc ce qui fait que, pour savoir comment je devais visiter mon lieu de réception, j'avais déjà des questions, très poussées. J'étais vraiment partie à la recherche, de renseignements, sur internet, un peu comme tout le monde, pour savoir exactement, qu'est-ce que je dois poser comme question. Et finalement, même en parlant avec un peu tout le monde, en allant au salon du mariage, avec les différents prestataires, ils t'aiguillent un petit peu, sur, ce que tu dois savoir, mais c'est vrai que c'était pas aussi, technique. Aujourd'hui, les lieux, ils sont de plus en plus recherchés parce que les mariés veulent des choses un peu grandioses. Avant, c'était très minimaliste, on pouvait le faire aussi à domicile, dans des salles de mairie ou, de quartier. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus, demandé, des salles qui soient quand même assez bien agencées. Donc les questions sont plus pointues, les contrats sont beaucoup plus précis et il y a beaucoup plus de clauses. Et les questions à poser sont du coup plus pertinentes. Et je sais qu'avant, c'était plus simple. S'il y avait moins de restrictions, là, il y a beaucoup de restrictions au niveau sonore, du voisinage des horaires, sur plein d'aspects techniques, comme les portes coupe-feu. Enfin, il y a les pas de bougies. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui ont été mis en place par la suite entre 2014 et 2023, et je pense que oui, ça a beaucoup changé. Et je pense qu'avec les nouvelles salles de réception qui sont aussi avec des traiteurs imposés, qui sont aussi des nouvelles règles, il y a aussi beaucoup de casse des invités. Donc voilà, ça a changé et je pense que c'est beaucoup plus réducteur aujourd'hui. Et je comprends que les mariés ne sachent pas trop quoi poser comme question, quoi faire, parce qu'il y a toujours des complications en fait entre la veille, l'avant-veille, les préparatifs et le jour J. Donc oui, oui, je dirais, même en tant que cliente, hein, que ça a beaucoup évolué.
Ok, donc si on... Alors en plus, je vais faire une parenthèse, mais donc tu m'as parlé avant qu'on enregistre et pendant qu'on préparait ce podcast que bah, en tant qu'agence, toi, t'as un document que tu as conçu au fil du temps et que tu vas gentiment mettre à disposition des auditeurs et des auditrices pardon, du podcast. Oui. Où justement, alors je ne sais pas comment ça se présente puisque tu ne me l'as pas encore envoyé, mais j'imagine que c'est une checklist, hein, c'est ça, des différents éléments peut-être classés par thématique, de tous les éléments que tu vas checker toi quand tu visites un lieu. Est-ce que c'est le cas? Oui, en fait, ça se présente sous forme, de questionnaire, en fait, où j'indique, quelles sont les questions à poser, par catégorie et en fonction de cela, ça me permet moi aussi d'avoir un listing, en fait, de la salle en question que je visite et de le rentrer dans ma base de données. Donc ça me Hmm. permet moi aussi d'avoir des renseignements, mais également de pouvoir mieux, contrôler, la visite pour après, les, les indiquer en fait aux différents prestataires qui vont eux aussi faire la visite technique parce que ça sert également à la décoratrice comme au traiteur, au DJ au photographe. Et effectivement, cette liste, elle permet vraiment de mieux s'organiser. Donc, il y a cette forme de checklist, mais il y a aussi le côté un peu plus technique avec les restrictions, par exemple au niveau des horaires, par rapport au niveau de la sonorité de la salle, enfin ce genre de choses. D'accord, donc est-ce que si tu veux, on pourrait déjà balayer les grandes thématiques que tu as répertoriées et puis peut-être après entrer un peu plus dans le détail Bah, sur les déjà, différents éléments et... la disponibilité du lieu, sur, différentes périodes parce qu'en fonction des saisons, et au niveau du prix au fait du lieu, ça peut dépendre. Donc on a les hautes saisons et les basses saisons. Donc le tarif, d'une salle de réception dépend aussi de cela. C'est important que les mariés sachent à peu près leur date à laquelle ils veulent réserver la salle de réception parce que bah, forcément, la salle de réception va regarder son planning et regarder si la salle est disponible. Et ça va aussi avec le fait de se renseigner auprès de la mairie pour pouvoir convenir d'une date. Donc en réalité, beaucoup se précipitent sur la salle de réception, mais avant la salle de réception, pour pouvoir concorder avec la salle, il faut déjà voir avec la mairie. Il faut établir aussi une liste d'invités parce que la liste d'invités, elle permet également de connaître la capacité de personnes qu'on va pouvoir estimer lorsqu'on va rechercher le lieu de réception. On a également le tarif, donc le budget des mariés qui vont nous permettre de savoir à peu près à combien ils estiment leur budget pour avoir une salle de réception et surtout leur thématique pour savoir exactement est-ce qu'ils préfèrent quelque chose de plus de bohème, donc ça sera plus dans un domaine, si c'est plutôt chic, bah, dans un château, si c'est très convivial, c'est plutôt dans une salle de réception. Enfin, vous voyez, chaque lieu a son importance et correspond aussi aux besoins des mariés. Donc il y a vraiment tous ces aspects-là à voir avant en, sur les grandes lignes pour pouvoir savoir exactement ensuite vers quoi on se dirige pour pouvoir rechercher le lieu de réception. Ok, donc avant, c'est un peu comme quand on... Je pense que je vais souvent faire le parallèle hein, avec la visite d'une maison, c'est-à-dire qu'il faut savoir avoir tous ces critères avant de visiter, histoire de déjà de ne pas aller visiter n'importe quoi ou des biens qui ne respectent pas au moins presque l'entièreté des critères, histoire de ne pas perdre son temps. Oui, tout à fait. Mais moi, par exemple, sur la date, c'est vrai que j'avais en tête que la date dépendait généralement de la salle, qu'on trouvait une salle. Alors certes, c'est vrai que avoir sa liste d'invités, avoir plus ou moins la thématique prévue de son mariage, ça c'est important. Après, au niveau de la date, pour moi, sachant que ce que j'ai en tête, c'est que la mairie, c'est beaucoup plus simple d'avoir une date à la mairie, d'autant plus si on s'y prend un an à l'avance, plutôt que d'avoir une salle. Et donc généralement, moi, le ressenti que j'ai, en fait, c'est qu'on trouve généralement d'abord la salle, et c'est la salle qui va conditionner généralement la date du mariage. Mais toi, tu dis qu'il faut quand même avoir plus ou moins la période, savoir si on veut se marier plutôt en été, plutôt au printemps, plutôt en automne, et ensuite se mettre à chercher la salle, et que si la salle, si on tombe amoureux de la salle, mais qu'elle n'est pas disponible à ces dates, bah, ou alors du coup ne pas aller visiter une salle qui n'est pas disponible durant la période à laquelle on veut se marier. Tout à fait, parce qu'au final, si on choisit de visiter une salle qui n'est pas disponible à la date qu'on aimerait, ben ça tue tous les plans. Donc ça peut aller dans les deux sens. Mais c'est vrai que la mairie, c'est ce qui permet de donner le ton aussi au mariage. Parce que si la salle de réception, elle est disponible le 10 mai, mais que la mairie, c'est le 15 mai,
aussi on est obligé de changer. Donc il y a aussi cette possibilité. Mais je dirais qu'aujourd'hui tout le monde, enfin certains mariés, font des mariages sur plusieurs jours ou en découpe. Donc c'est aussi possible de modifier, et d'ajuster son planning, mais ça demande à revenir vers la mairie, vous voyez? Or la mairie pour avoir un dossier, pour pouvoir, faire toute la procédure, ça demande un temps. Donc je pense que de choisir la salle de réception et d'après aller revoir la mairie pour changer la date, c'est plus complexe. Mais comme tu disais, c'est aussi possible, hein, de chercher une salle de réception et de voir après avec la mairie, hein. Ça va dans les 2 sens. Ouais, ça dépend peut-être aussi des mairies. Tout à Peut-être fait, que les oui. mairies dans les grandes villes sont peut-être plus débordées, ont moins de dates disponibles qu'une mairie dans une plus petite ville, où là, forcément, si on s'y prend un an à l'avance, il y a peut-être peu de Exactement, risques qu'on ouais, qu'on soit recalé, quoi. tout à fait. Ok, donc admettons, on est tout ça, on a le thème, on a la date plus ou moins, avec une date à la mairie, on s'y prend longtemps à l'avance, donc on a forcément plus de choix. Toi, d'ailleurs, en termes de timing, avant le mariage, combien de temps tu recommandes? Moi, j'avais un an en tête, minimum, pour avoir un minimum de choix de salles et de domaines. Est-ce que ça a changé ça? Est-ce qu'il faut s'y prendre encore plus à l'avance, selon toi, pour être certain de trouver quelque chose qui nous correspond, quasi à 100%? Alors je dirais qu'un an, c'est tout à fait ça. Ça permet vraiment de s'organiser sur le lieu de réception parce qu'on peut prendre, de 1 à 3 mois, on peut rechercher un lieu de réception, surtout si on a des personnes qui savent ce qu'ils veulent, qui sont très pointilleux sur certaines choses et qui veulent, voilà. Après tu as des personnes qui sont beaucoup plus flexibles et qui ont un coup de cœur tout de suite, d'autres qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc entre ce type de client, on a vraiment besoin d'avoir un temps et le temps passe vite. Donc et en fonction du planning aussi, des mariés, de moi-même, et aussi du lieu de réception. C'est important en fait de se coordonner avec tout ça et forcément oui, un an, à l'avance, c'est très bien. Après si la personne a déjà trouvé, enfin les clients ont déjà trouvé leur lieu de réception, dans ces cas-là, 8 mois, ça permet quand même de s'organiser. Mais un an, ça permet vraiment d'avoir, une marge, de pouvoir s'organiser convenablement et de pouvoir tâtonner comme il se doit. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, hein, de trouver, une salle de réception qui correspond toujours à tous les critères, des mariés. Mmh. Soit ça peut pêcher au niveau du budget, soit ça peut pêcher au niveau de la capacité de la salle ou bien, par exemple, il y a le traiteur imposé, la géolocalisation qui fait que souvent c'est pas proche des transports. Donc après, on élimine vite, les possibilités et ça réduit le champ en fait de propositions. D'accord, donc on va partir de là, peut-être qu'on va faire les grands critères qui sont très éliminatoires dès le début et ensuite rentrer dans le détail, hein, des petites choses, d'ailleurs que les couples ne regardent pas forcément, mais qui sont aussi importants. Hein, je sais pas ce que tu en penses, mais donc du coup, les grands critères, là, de base, qui vont faire qu'un lieu va être retenu ou éliminé, tu dirais que c'est lesquels? Déjà, c'est-à-dire éliminer, pour pouvoir savoir, si le lieu il est disponible ou plus, parce que ça dépend des mariés. Je donne un exemple, tu as des salles de réception qui sont avec un traiteur imposé. Si les clients ne souhaitent pas, avoir un traiteur imposé parce que, c'est un mariage mixte ou un mariage, qui demande à avoir une certaine, de certains mets, il est possible que du coup ça permet d'éliminer certains lieux. Parce qu'aujourd'hui beaucoup de salles de D'accord, réception imposent des traiteurs, par exemple. d'accord. Et bah, pour moi, ça, c'est un des gros critères qu'il faut regarder en priorité quand tu D'accord, as enfin, quand tu une liste de salles, hein, c'est ce que je voulais dire par là. C'est-à-dire que quand tu as plus ou moins ta date et que tu as trouvé une liste de lieux déjà qui correspondent à la date, à ton thème, qu'est-ce que tu regardes ensuite qui va te permettre de tout de suite faire le oui, tri tout à entre fait. ceux que tu vas, aller aller investiguer plus en détail, de ceux que tu vas éliminer. Donc c'est vrai que le traiteur, et par expérience pour avoir aussi des couples autour de moi qui se marient en ce moment, il y a l'air d'avoir beaucoup et de plus en plus de salles qui ont des traiteurs imposés. Oui, Et j'imagine que c'est vrai quand tu as envie de gérer toi-même, parce que, enfin, il y a plein de raisons qui font que tu aurais envie de choisir toi-même ton traiteur. C'est vrai que ça, c'est déjà assez et c'est d'ailleurs assez frustrant, quoi, hein. Parfois, enfin, j'imagine qu'il y a des lieux qui sont parfaits sur, tous les autres critères, mais du fait d'avoir un traiteur imposé, ça limite. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre, même si j'ai quelques éléments, mais j'ai du mal à comprendre, heu, l'intérêt pour un lieu, de proposer une liste de traiteurs.
sachant que derrière, forcément, ça va les couper Alors, d'une grosse part de la clientèle. pour répondre à cette question, j'ai déjà eu l'occasion de poser ces questions-là, à différentes salles de réception qui m'ont indiqué, hein, globalement que c'était suite à un rapport de confiance avec leur prestataire traiteur avec lequel ils avaient envie de travailler et personne d'autre. Et suite aussi au fait que, certains traiteurs n'avaient pas forcément respecté le lieu au niveau, de tout ce qui était propreté ou, concernant en fait, l'utilisation, des appareils. Des fois, c'est l'installation, des fois ça peut être la casse, le non-respect des lieux. C'est plus, tenu à ce genre de choses et tu en as vraiment qui sont, imposés parce qu'ils veulent juste prendre, une certaine catégorie de personnes. Donc par exemple, ça peut être, si c'est un traiteur halal, bah, ça sera que pour les personnes qui veulent, qui ont en tout cas des origines, musulmanes et qui veulent, du coup, que, se diriger vers ce type de clients. Tu as aussi les traiteurs, qui vont faire que des spécialités, mexicaines ou enfin, en tout cas, qui vont se focaliser sur une spécialité et un traiteur imposé pour vraiment attirer ce type de client. Donc tu as plusieurs, possibilités. Donc ça va souvent être, ces deux choses-là et tu en as, ils veulent pas, faire d'efforts. Ils se disent que voilà, nous, c'est imposé parce qu'on veut pas se prendre la tête. On a nos prestataires et ça va beaucoup plus loin. Ça peut être aussi jusqu'à la décoratrice, ça peut être jusqu'à la personne qui fait le wedding cake, et également le service d'hôte et d'hôtesse et notamment avec le droit de bouchon. Donc tu en as vraiment qui s'imposent et qui te disent que si jamais tu ne les prends pas, ils te prennent une commission ou un chèque de caution qui va en fait, être débité parce que tu ramènes un prestataire externe. Ok, donc ça, c'était pour tout ce qui est prestataire imposé. Oui, tout à fait. Quel est le, quel est le gros critère ensuite qu'il faut regarder pour garder ou éliminer un lieu? S'il est accessible en transport en commun, par rapport aux personnes qui ne sont pas forcément véhiculées, on n'y pense pas toujours, mais le jour J, on peut se dire: «Ah, on a perdu tel, invité, on ne sait pas où il est ou il vient parce que, bah, en fait, ça n'a pas été vu» et souvent, on va visiter une salle de réception, mais on ne pense pas à ce qu'il y a dans les alentours et c'est important de savoir si c'est accessible en transport en commun. Également pour les personnes à mobilité réduite, c'est important, je trouve. Tu as souvent des personnes aussi qui viennent, en en fauteuil roulant et c'est bien d'y penser. Les enfants, bon après ça, c'est moi, je n'aime pas les enfants qui courent partout et donc je trouve que c'est important de savoir s'il y a une salle spécifique pour les enfants ou une salle quelconque, hein, qu'on peut, mettre, au goût du jour, mais c'est très important et ça permettrait vraiment de soulager, bah, les mariés et les invités. Après, on a aussi, le fait que des mariés ne souhaitent pas, inviter les enfants, mais je trouve que c'est important quand même aujourd'hui, il y a de plus en plus de mariages avec les enfants. Donc c'est important d'avoir Enfants et bébés aussi. Enfants et bébés. oui, c'est ça. Bon, après, les bébés, c'est vrai que bon, ils sont peut-être rarement invités, mais Même pour le des change, salles, oui. voilà. Ouais, même des salles un peu plus en retrait, qui sont bien insonorisées pour permettre aux enfants de dormir, hein, C'est ça. tout simplement. S'il y a un chauffage, par rapport à si c'est un mariage qui se passe en hiver et si, bah, du coup, il y a une aération, quand c'est en été. Parce que j'ai déjà été dans des mariages où il n'y en avait pas et on peut vite suffoquer, s'il fait chaud et avoir froid, s'il fait froid et je trouve que c'est des choses, c'est des éléments qu'il faut demander, parce que ça peut arriver qu'ils en ont pas prévu cela, surtout dans certains domaines ou châteaux où il fait très, très froid, c'est très lugubre. Donc c'est important de demander ces éléments, c'est pas anodin. Non, c'est vrai. Et surtout là, avec l'été qu'on a eu, par exemple, et là d'ailleurs, on enregistre à une période où il fait encore 30 degrés. C'est vrai que même si, bon, quand il fait beau, on se dit qu'on va passer le mariage dehors, mais parfois on peut faire peut-être l'apéro, le vin d'honneur dehors, et puis l'installation se fait à l'intérieur pour le repas. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui peuvent vite gâcher la forêt. Oui, après on aura, également la limitation sonore. Ça va servir au niveau du DJ et savoir également, si on a une possibilité, bah, de mettre de la musique à une certaine hauteur. Donc ça, c'est important de le demander. On a également les Je horaires. fais une parenthèse là-dessus sur Oui, la musique, là, mais j'ai ma belle-sœur qui va se marier, qui m'a raconté que dans une des salles, on lui avait dit qu'il y avait un appareil qui permettait de automatiquement baisser le son
si jamais un certain volume sonore était dépassé. Oui, tout à fait. Et donc ça, je sais pas si ça existe vraiment et si tu as vu des salles où il y avait ce genre de dispositif. J'en ai Mais c'est vrai vu. que ça m'a surpris parce que je me suis dit, bon, tu es en pleine soirée, et puis d'un coup, tu as le tu le son qui baisse, tu comprends pas pourquoi. Et d'ailleurs, ça, bah, juste ce point-là, ça l'avait refroidi sur la salle. Enfin, ça faisait partie des critères qui ont fait que, elle allait peut-être pas la sélectionner. Ben tout à fait, c'est exactement ça. Après, j'ai eu ce genre de cas-là aussi. Bah, après, en posant les questions, du coup, j'ai su que c'était une des restrictions. Mais dans le cas d'une salle qui était du côté du coup d'une province dans le 37, donc qui n'est pas sur Paris, il y avait une salle en fait qui avait un limitateur sonore et dans ces cas-là, quand c'était le cas et que la musique était beaucoup plus élevée, ça retentissait une alarme. Donc ça, c'est vraiment une horreur parce que ben, une fois que c'est fait, ça coupe l'ambiance en fait. Donc c'est des choses à demander réellement parce que ça tue vraiment l'ambiance du mariage et je trouve que c'est des choses à demander. Après, si les mariés, c'est pas des personnes qui font la fête et qui sont vraiment très dans la réserve, enfin, chose qui est rare, Oui, c'est assez rare quand même. ouais, donc vaudrait mieux demander s'il y a un limitateur de son. Oui, parce que ça, c'est pas et en plus, je me dis, c'est peut-être pas le genre de choses que le propriétaire va mettre en avant Non, du quand il va tout, c'est visiter indiqué la nulle salle. Il part, va hein. peut-être dire: «Bah, nous, enfin, il faut pas que le son soit trop fort». Peut-être qu'il y aura ce genre de choses qui seront mentionnées, mais de là à dire: «Bah, on a un appareil qui fait retentir une alarme si jamais le son, va au-dessus d'un certain point», c'est sûr que c'est peut-être pas le genre de choses qui sont trop mises en avant, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Après, il faut voir au niveau de la décoration parce qu'il y a souvent des restrictions. Est-ce que vous pouvez, bah, du coup, attacher ou accrocher, des voilages, ou quoi que ce soit sur les murs? Parce que souvent, ils t'interdisent. Donc il est arrivé que les mariés n'aient pas posé les bonnes questions, ou que je sois arrivée en cours de route parce que je faisais que de la coordination du jour J et pas de l'organisation totale. Du coup, ce qui fait que j'ai appris, bah, sur le tas que, le lieu de réception ne pouvait pas, se décorer avec, le voilage sur le mur. Donc on avait pris, des sortes de trépieds pour pouvoir, en fait, accrocher les rideaux devant, les murs de façon à ce que ça crée encore un autre espace dans l'espace. Je ne sais pas si vous voyez? Mmh. Il y avait ce critère-là et il y avait également, les restrictions au niveau des bougies. C'est de plus en plus, le cas en ce moment. Beaucoup, ne souhaitent pas qu'il y ait de bougies, dans la salle de réception. Du coup, il faut mettre, des bougies, artificielles, bah, en plastique ou pas du tout, sachant que ça crée, OK. un univers assez féerique et je trouve ça dommage, mais il y en a beaucoup, qui ne souhaitent plus, que vous décorez avec des bougies et dans ces cas-là, il faut vraiment le demander parce que si ça fait partie du thème, de votre décoration, ça peut vraiment, bah, faire que vous devez tout revoir, en fait. Ouais, ça, c'est vrai que ce serait bête d'avoir un mariage à la bougie, et d'aller dans une salle où c'est interdit, mais Oui, c'est ça. pareil, est-ce que tu as eu le cas où les mariés découvraient que c'était interdit parce qu'ils l'avaient pas demandé ou parce que c'était juste pas mentionné quand ils avaient visité ou même pas dans le contrat? En général, ce n'est pas mentionné. Moi, ça fait partie des questions que je pose automatiquement, donc forcément, s'ils me prennent en tant qu'organisatrice de mariage, ils vont le savoir. S'ils me prennent juste pour le jour J et qu'ils ont fait, bah, leur visite seuls et ils ont choisi tous leurs prestataires en amont, je pourrais que rattraper ce qu'il y a sur le tas et c'est là où souvent, bah, il y a des choses à revoir, et que je me retrouve quand je repose bien les questions à ce que je me dise: «Bah, il y a ça qui n'a pas été vu», puisque les mariés n'ont pas fait le nécessaire et n'ont pas posé les bonnes questions. Et en cours de route, on peut essayer de rattraper, mais souvent, c'est pas possible et on est obligé de changer et de faire dans le délai imparti. Mais c'est des Mmh. choses qui sont pas indiquées et qui sont de plus en plus restrictives. D'ailleurs, depuis le Covid, hein, je trouve qu'il y a de plus en plus de salles hein, qui l'interdisent et je pense parce qu'il y a eu beaucoup de causes d'incendie, de personnes bourrées qui se retrouvaient à bah, tout, à tomber sur les tables. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'accidents et c'était dû à ça. OK.
D'autres choses là dans les Alors oui, les horaires. grandes thématiques, questions à poser? OK. Les horaires, Ouais. pourquoi les horaires? Parce que souvent on peut se dire qu'une salle, elle peut terminer, le plus tard possible pour les fêtards, ceux qui aiment bien, que ça finisse jusqu'à 8 heures du matin, c'est très rare. En général, les horaires, elles sont souvent entre 4 heures à 5 heures du matin pour que les clients puissent rentrer chez eux, convenablement, pour ceux qui sont surtout en transport en commun. Mais on a de plus en plus de salles qui terminent à 2 heures, voire 3 heures du matin des fois. Donc il faut vraiment se renseigner là-dessus parce que souvent il y en a qui sont surpris et qui se retrouvent, dans leur planning à se dire: «Mince, qu'est-ce que les invités pardon, qu'est-ce que les invités font après, cet horaire-là?» parce que c'est très tôt, surtout si, par exemple, vous avez mis l'ouverture de bal à minuit, ça coupe vraiment, l'ambiance de la soirée. Et pareil, les horaires au niveau de la veille, car beaucoup ne savent pas que l'organisation et la décoration ne se fait pas le jour J. Elle se fait souvent la veille, surtout pour une décoratrice. Et souvent, en fait, c'est oublié et ce n'est pas pris en compte au niveau de l'organisation. Et tu as des salles qui font payer la veille. Donc, c'est-à-dire que le jour J, ils vont vous dire que la salle, elle est réservée de 8 heures à 7 heures le lendemain, par exemple. Mais si vous souhaitez venir la veille, c'est sous condition et des fois, il faut rajouter un supplément parce que ça demande à ce que la salle réserve sur un créneau imparti qui n'était pas prévu. Avant, c'était plus le cas. Pour retourner un peu à la question où tu me disais si les salles, entre 2014 et maintenant, ça a changé. Je sais qu'avant, les salles, ils te disaient oui, vous pouvez venir à n'importe quelle heure, vous installer, déposer vos boissons, faire la déco, l'aménagement des tables comme vous voulez. Mais aujourd'hui, tu as beaucoup de salles qui font payer la veille. Et si tu poses pas la question, tu te retrouves à demander à la dernière minute oui, bah, écoutez, on aimerait bien venir la veille, bah, OK, ça sera tant et si la cliente n'a pas les clients n'ont pas prévu de payer, ce supplément, ils se retrouvent, dans une situation, à devoir payer, un supplément pour venir la veille. Ouais, j'ai eu le cas d'ailleurs encore sur la même belle-sœur là qui m'a raconté que pour une salle et d'ailleurs c'était beaucoup de salles qui étaient comme ça, Oui, où, pour le samedi par exemple, si tu réservais pour le samedi et pas pour le dimanche, il fallait rendre la salle, le samedi soir donc à 5 heures, hein, c'est bien ce que tu disais tout à l'heure, avec les tables et les chaises pliées, donc la salle vraiment, clean quoi. Donc en fait, ça signifie que, bah, si tu loues jusqu'à 5 heures et qu'il faut qu'à 5 heures la salle soit limite prête pour le mariage suivant, bah, au final, il faut que la soirée s'arrête au moins 1 heure avant, hein, facilement. Et ça, c'est vrai que j'ai pas trop compris dans le sens où, bah, 5 heures, enfin, quel est l'intérêt pour le propriétaire de la salle d'avoir sa salle qui soit prête et dispo à 5 heures du soir, enfin à cinq à heures du 5 heures du matin, matin, pardon, oui. sachant que, bon, généralement, le dimanche, la salle n'est pas louée, quoi. Et en plus, en termes de prix, entre réserver que le samedi jusqu'à 5 heures et réserver pour le samedi et pour le dimanche, c'était quasiment le double en termes de tarifs. Alors que je me dis que le dimanche, pour la salle en question, c'est quasiment que du bonus et qu'il n'y a pas de raison de faire payer quasiment 2 fois le prix juste pour réserver le dimanche entre 5 heures et la fin du brunch qui est souvent à 13 14 heures, quoi. Tout à fait. Donc ça, je sais pas si c'est pareil, si c'est généralisé, mais moi j'ai clairement l'impression que dans le cadre d'un mariage, enfin, tu as un peu l'impression que les propriétaires, entre guillemets, ils veulent s'en mettre plein les poches, et qu'ils mettent comme ça des clauses au niveau des horaires qui sont pas pertinentes, enfin, qui sont, ouais, qui sont bizarres, Ah quoi. oui, tout à fait, hein, je suis tout à fait d'accord et c'est pas normal parce que, c'est des êtres humains comme nous et je pense, moi qui suis passée par là, je trouve que c'est inadmissible, en fait, de faire payer le client, beaucoup plus cher parce qu'il réserve la veille et le surlendemain parce qu'il se peut qu'il en ait besoin la veille, comme tu disais, le jour J et le lendemain pour le brunch et donc ça remet en question l'organisation du mariage parce qu'ils vont se priver, sûrement des choses qu'ils auraient aimé faire mais que finalement ils se retrouvent dans une position où ils peuvent pas changer à la dernière minute et c'est triste, quoi. C'est frustrant aussi, et je pense que les gérants de salles devraient, se repositionner sur cette question. Je trouve que c'est vraiment se mettre l'argent dans les poches et ne pas comprendre que les mariés ont des besoins. Je pense qu'il faut aller dans les 2 sens et ça permet aussi que le client revienne et vous recommande. Le but, c'est pas de se mettre plein les poches et de ne pas revenir. Bah, après, j'imagine que pour un mariage, et c'est probablement ce qu'il doit se dire, c'est qu'un mariage, généralement, tu te maries qu'une seule fois. Même si c'est vrai qu'en tant que marié, tu peux recommander une salle à des proches ou à la famille qui va se marier après toi.
Mais bon, c'est vrai que c'est des stratégies qui sont assez court-termistes. Est-ce que ça se négocie quand même? Parce que forcément, quand on est comme ça sur des prix qui ont ni queue ni tête, peut-être qu'à un moment donné, ça peut se négocier et on peut revenir à des tarifs qui sont un peu plus raisonnables. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as déjà faites en tant que wedding planner, en charge d'aller chercher un logement, enfin chercher un lieu? Est-ce que tu as déjà négocié? Est-ce que ça se négocie facilement de Ça trouver une salle? ça se négocie pas toujours facilement, surtout si c'est indiqué dans le contrat et ils sont vraiment assez stricts et à cheval là-dessus. Après, tu peux leur faire comprendre que pour le bien de l'organisation, on a vraiment besoin, de ces horaires-là et qu'on n'empiétera pas, sur le reste de l'organisation. Si, par exemple, ils avaient, d'autres, besoins eux aussi de leur côté. Tu peux le négocier d'une autre façon en disant que tu leur apporteras, d'autres clients ou, un retour, sur leur lieu, en fait, de façon à les mettre en avant. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place pour pouvoir essayer d'en discuter, mais tu en as vraiment qui sont stricts, pardon. Tu en as vraiment qui sont stricts et qui veulent rien savoir et qui te disent: «Bah, écoutez, il fallait lire le contrat». Ou certains mariés aussi ne font pas, enfin, ils ne lisent pas du tout le contrat. Ils vont juste signer, se dire que oui, on en a parlé, on en a discuté, mais c'est aussi des choses à vérifier. Le contrat, le lire entre les lignes et quitte à poser des questions. Aucune question n'est bête, il faut toujours essayer d'essayer de comprendre ce qui a été écrit et poser les questions sur le moment. Après, je sais que tous les mariés n'ont pas la même compréhension et c'est à ça que sert une wedding planner, en fait, à voir toutes ces choses-là. Parce que les mariés n'ont pas, en fait, cette réflexion sur le moment, ils sont enthousiastes, ils ont visité la salle de réception, ils vont pas être sur les questions techniques et c'est ce qui fait que ça pêche derrière et une fois qu'ils ont lu le contrat et qu'on revoit tout entre les lignes, ils me disent: «Ah mince, on n'a pas vu ça, qu'est-ce qu'on fait?» Et on est un peu, les fées clochettes, hein, qui doivent trouver des solutions à tout. Donc nous aussi, on se pose dans notre tête: «Qu'est-ce qu'on fait?» mais pas ouvertement pour pouvoir se dire: «Bon, on va trouver la solution, de façon à rendre heureux nos mariés». Mais des fois, voilà, c'est si le gérant n'est pas flexible, malheureusement, on se retrouve après, oui, dans des petites galères comme celle-ci et on fait avec, hein. Mais est-ce que toi, en tant que wedding planner, tu n'aurais pas un pouvoir de décision, un pouvoir de négociation un peu plus important? Puisque justement, toi, pour le coup, tu vas pas organiser qu'un seul mariage, tu as d'autres clients qui vont venir derrière et justement, un lieu ou un propriétaire de lieu peut se dire: «Bah, OK, bon, elle m'en demande un peu trop, mais comme je sais que potentiellement elle peut m'amener d'autres, mariés, plus tard, je vais accepter et je vais baisser le tarif». Est-ce que tu penses que ça peut être le cas, que toi, en tant que wedding planner, tu as un pouvoir de négo peut-être un peu plus important qu'un couple lambda? Oui, parce que comme on disait tout à l'heure, les couples, on est toujours là pour pouvoir leur tirer, de l'argent, leur soutirer de l'argent, alors qu'une wedding planner, comme elle a ce regard professionnel et qui savent très bien quel est son travail et qu'elle va poser les bonnes questions et être là, en fait, pour pouvoir, tout coordonner et tout observer. Ils ont pas, en fait, cette façon de se dire qu'on peut la berner, on peut essayer de et au final, ils vont avoir plus de respect, il y aura plus de facilité également de négocier parce qu'on pourra leur apporter, d'autres clients, un avis sur le fait, d'avoir des recommandations ultérieures et surtout, d'avoir un suivi et de ne pas avoir des clients, qui sont pas, organisés, qui savent pas trop comment gérer la situation ou des fois tu as des clients qui payent en retard, enfin il y a tout ça que nous les wedding planners on met en place et on a ce regard aussi sur les clients où, mais comme si en fait on était derrière eux, pour pouvoir en fait, les guider. Donc forcément, le gérant de la salle de réception aura beaucoup plus de facilité et de confiance à faire plus confiance à une wedding planner. Après, tu en as d'autres qui vont être un peu sur la réserve parce qu'ils vont se dire: «Bon, j'ai une obligation de résultat et ou bien une obligation de lui donner une contrepartie et donc comme par exemple une réduction ou un avantage à faire au client et tu as des salles de réception qui n'aiment pas et donc elles se disent: «Ben non, j'ai pas envie de travailler avec, des wedding planners parce que, je peux me faire moi-même mon propre, business ou bien, me trouver mes propres clients». Après bon, ça peut être par orgueil ou bien c'est parce que voilà, ils veulent pas plus, de visibilité ou encore, parce qu'ils préfèrent vraiment gérer, leur structure seuls. Donc tu as un peu de tous les cas, mais en général, c'est pas bien méchant ce qu'on demande et c'est souvent apprécié par les salles de réception et d'ailleurs, ça leur facilite leur travail. Parce que, courir derrière le client, pour qu'il puisse payer la salle de réception, leur expliquer qu'il faut qu'ils fassent la visite technique, ou bien, qu'ils fassent leur plan de table ou autre, enfin,
c'est des choses que la wedding planner fait et se coordonne avec, la salle de réception. Donc je pense qu'on est plus utile que désagréable, je pense. Bah, c'est pour ça que tu es là et c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Oui, tout à fait. Euh, Du coup, on était sur la et liste toujours parce qu'il y a oui, des autres choses alors, importantes ouais, à bah bien savoir. sûr, bah allons-y, allons-y. Du coup, la cuisine, c'est important, surtout si, parce qu'il y a des traiteurs qui viennent sans équipement et qui comptent sur l'équipement de la salle de réception. Tu en as d'autres qui ont déjà un camion frigorifique. C'est un camion, en fait, réfrigéré qui permet d'avoir déjà tout, sur place, Mm. dans le camion et tu as des traiteurs familiaux, j'appelle ça comme ça. C'est des traiteurs qui sont, du coup indiqués par la famille et qui viennent, de façon à trouver tout sur place et souvent les cuisines ne sont pas équipées. Il peut ne pas y avoir de friteuse, de micro-ondes, de plaques. Donc c'est les 3 éléments souvent qu'il n'y a pas et c'est bête, hein, mais c'est des choses à avoir parce que souvent on peut se retrouver, la veille à se dire: «Mince, il manque tels éléments» et pour les traiteurs en tout cas qui viennent sur place et qui n'ont pas de matériel, qu'ils ont amené, c'est important en fait de se renseigner aussi, sur la partie, cuisine du traiteur. On a également le DJ au niveau de tout ce Alors attends, je reviens sur la cuisine parce que pardon, ça c'est un élément qui est super important. oui, Et donc ça veut dire qu'en fait c'est même limite mieux parfois d'avoir son traiteur avant même d'aller visiter la salle, puisque bah, peut-être que le traiteur, si on a un coup de cœur pour un traiteur mais qu'il est très peu équipé, il faudra forcément trouver une salle qui, elle, est équipée. tout à fait, Ou inversement, si on passe par un gros traiteur, bon, généralement, tu me diras pas, enfin, je sais pas si c'est le cas, mais j'imagine qu'un gros traiteur, lui, bah, il aura peut-être un camion frigorifique, il aura tous les éléments qu'il faut et il pourra s'adapter quasiment à n'importe quelle salle. exactement, Mais c'est vrai que si on passe par un traiteur peut-être un peu plus confidentiel, un peu plus familial, comme tu l'as mentionné, bah là, ça change tout et vaut peut-être mieux, oui, avoir son traiteur et savoir si oui ou non on va oui, sur quel traiteur on va partir, avant de se mettre bille en tête et d'aller, sélectionner une salle, quoi. tout à fait, c'est exactement ça. On a également, le DJ au niveau des branchements du DJ. Il y a des salles qui imposent où doit s'installer le DJ. Et c'est pas forcément, le cas de toutes les salles, mais certaines salles l'imposent, parce qu'ils ont un emplacement précis où doit se diriger le DJ et tu en as d'autres qui t'imposent pas, mais il faut vérifier que l'équipement soit sur place, c'est pareil. Parce que souvent, le DJ pense qu'il y a, ce qu'il faut et il suffit que le kilowatt, en tout cas, on va dire la puissance, sonore que peut générer le câble électrique soit faible, que ça puisse péter en fait. Je sais pas si je me fais comprendre, mais Alors c'est c'est pas la important puissance aussi de se sonore, mais c'est renseigner plus sur la ça. puissance, oui, c'est vrai qu'il y a des oui, c'est vrai que si c'est un gros DJ et qu'il a du matos assez conséquent, ça Exactement. se peut qu'il y ait pas assez de puissance au niveau du compteur pour, pour pouvoir, enfin, sans que ça fasse, sauter le fusible, Ah quoi. oui, Enfin, mais moi, je c'est suis pas déjà arrivé, électricien, hein. mais c'est Donc ça. Ouais, c'est ça. Ouais. c'est des choses vraiment, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais vraiment, c'est des choses à savoir et ça permet Bah, aussi au bah, DJ de ouais. surtout que c'est peut-être pas le genre de choses dont on se rend compte avant que le DJ arrive avec son matos, Non. teste et se dise: «Ah bah, mince, au final, ça ne fonctionne pas». Parce que là, après, la marge de manœuvre en termes de timing, elle est assez short, quoi. Tout à fait. On a également, tout ce qui concerne, les places de parking. Il est arrivé que des clients, mariés ont une capacité de personnes plus importante que prévu, mais que sur le lieu de réception, ils n'aient pas pensé à regarder, les places de parking et que les invités soient, obligés d'aller dans une ville à côté carrément. Donc ça, c'est très important de regarder, les places de parking parce que, ben, si vous n'en avez pas assez, ça devient compliqué pour se garer et pour s'organiser, le jour J. Donc c'est des choses à savoir. Ensuite, en termes, du coup de critères, il y a également, la capacité de la salle, mais en personnes assises ou debout. Parce que souvent, on ne regarde pas ces éléments. Tu vas avoir une salle qui va te dire qu'elle accueille 300 personnes, mais si tu regardes dans les, petits critères en bas, tu verras que 300 personnes, ça comprend 250 personnes assises, mais 300 personnes debout. Il suffit que tu aies 300 invités et que tu n'aies pas regardé cette rubrique et que tu penses que tes 300 invités vont s'asseoir, que tu te retrouves avec 50 chaises que tu ne pourras pas placer dans la salle de réception parce que tu n'as pas regardé cette petite rubrique de assis ou debout.
Et souvent, mais vraiment souvent, la plupart du temps, c'est problématique et on se retrouve à devoir ajouter une tente, en plus, en supplément, ou que, bah, en fait, la configuration au fond de la salle est un peu bancale parce qu'on ajoute des personnes à la suite et enfin voilà, c'est des choses qui arrivent et que malheureusement on ne regarde pas assez, enfin que les mariés ne regardent pas assez, et c'est très important, bah, de savoir quelle est la capacité assise et debout. Ok. J'imagine que sur les plateformes, quand un couple doit aller chercher, choisir une salle, peut-être que la capacité qui est indiquée, c'est la capacité maximale et donc la capacité debout. Tout à fait, c'est Ok. exactement ça. On aura également, enfin, il y a des salles qui font payer des assurances au niveau de la location et ça, c'est des choses, c'est pas toutes les salles, mais c'est des choses à savoir. Tu as aussi des Tu parles de la location des chaises et des tables? pour la location entière du lieu, il se peut qu'ils prévoient, bah, du coup, une assurance et si l'assurance n'est pas payée ou que, en tout cas, la salle devait, en informer la préfecture et que ça n'a pas été fait, il se peut que la salle, du coup, annule complètement l'événement. Donc c'est des choses aussi, à savoir. C'est triste, hein, mais c'est déjà arrivé et quand c'est comme ça, bah, soit le client se précipite à payer l'assurance dans les délais qui restent, soit, bah, ils peuvent annuler le jour J et vous vous retrouvez, sans pouvoir rentrer dans la salle. Parce que la préfecture, en fait, n'a pas été prévenue qu'il y a un lieu, enfin qu'il y a un événement prévu sur le lieu de réception. Donc là, c'est une assurance qui est payée par le couple Oui, ou par le. oui, c'est déjà Et arrivé, donc, mais c'est par le couple parce que et c'est donc là, en gros, qu'est-ce qu'il faut demander quand on est un couple qui veut se marier par rapport à ça? Est-ce qu'il faut demander bah, si le propriétaire a une assurance? C'est quoi les bonnes questions à poser pour être sûr que ça n'arrive pas? Parce que là, pour le coup, c'est un gros coup dur, quoi. Si au dernier moment, il n'y a plus de salle, là, oui, non, c'est c'est assez très embêtant. compliqué, hein. Bah, en fait, il faut demander est-ce que l'assurance, elle est incluse dans la location ou pas? Et si oui, Mm. quelles sont les conditions pour pouvoir la prendre en charge? Enfin, comment ça se passe? Et si vous voyez que, enfin, si les mariés voient que ça demande un coût trop important et que c'était pas prévu, qu'ils ne s'obligent pas à se mettre dans une situation qui ne les convienne pas. Parce que ça fait partie aussi des frais supplémentaires. Et pour ajouter au niveau des frais, j'ai déjà eu un château avec lequel j'ai eu à travailler qui imposait aussi de prendre en charge leur équipe. Donc, c'est-à-dire le gardien, le jardinier, le maître d'hôte. Et c'est des choses aussi qu'il faut bien lire dans le contrat parce que il suffit que tu ne lises pas et tu ne sais pas que tu dois prendre en charge et leur repas et leur nuitée. Enfin, et ça revient aussi au cas des prestataires imposés, comme certains domaines ou châteaux, où ils imposent en fait l'hébergement. Et donc, dans ces cas-là, tu es obligé de prendre une capacité euh, de personnes imposées. Et ici, il suffit que tu ne souhaites pas faire dormir tes invités et que tout le monde ne dorme pas. Tu payes quand même pour ceux qui ne dorment pas. Donc, il y a aussi ce genre de problématique qui peut arriver et qui fait que c'est des choses aussi à poser comme question. Et si on rentre dans les détails encore plus techniques, Oui, vraiment les détails pour lesquels tu es sûr que les couples ne demandent jamais, qui sont assez importants, hein, parce que ça va faire 55 minutes là qu'on discute. Le but, c'est vraiment aussi de faire comprendre voilà, qu'il y a plein de petites choses, peut-être un petit peu plus techniques. oui, Et puis dans tous les cas, vraiment pour avoir l'ensemble, encore une fois, on mettra le lien vers ta checklist dans l'article qui oui, tout à accompagnera fait. l'épisode. Comme ça, les gens pourront la télécharger, auront vraiment une vue sur l'ensemble toi, des critères que tu as listés. Mais est-ce que tu peux revenir sur bah, quelques détails très très techniques, des choses auxquelles toi-même, avant d'être wedding planner, tu n'aurais jamais pensé? Est-ce que tu en as là qui te viennent en tête? Alors, des choses techniques pour lesquelles j'aurais jamais pensé, parce que j'ai un peu tout dit, et c'est vrai que revenir sur des choses que je n'aurais pas pensé, bah, par exemple, tout ce qui est limitation sonore, tout ce qui concerne le planning. En fait, toutes ces choses que je vous ai citées, c'est par rapport à mon expérience que j'ai pu traverser avec des clients, des choses parce que j'ai dû me renseigner. Donc, au final, en fait, cette checklist, elle a évolué au fil du temps parce que je me suis retrouvée dans des situations, surtout avec mes proches, la famille, les amis.
et ça m'a permis, en fait, d'ajuster toutes ces choses-là que je ne voyais pas moi non plus, quand je me suis mariée. Donc ça veut dire avant de me marier, j'avais déjà, cette checklist dans ma tête et que j'ai peaufiné ensuite par la suite, quand je me suis mise, officiellement en tant que wedding planner. Et je pense qu'après c'est l'expérience terrain. C'est la curiosité et le fait de se dire: «Bah, voilà, j'ai vécu telle expérience, il faudrait pas que je la répète, avec d'autres clients, donc il faut absolument que je sois à cheval sur toutes ces choses-là». Et c'est ça qui a permis à ce que j'ai, une checklist, bien qu'on nous en donne une aussi quand on fait une formation, de wedding planner. Mais, l'expérience de terrain prime beaucoup. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend théoriquement, mais sur le terrain, c'est des choses, qui arrivent aléatoirement, qu'on n'a pas prévues, en fait. Donc en fonction des Ah situations bah, tu l'as qu'on dit, c'est a, ça. C'est des événements qui arrivent, c'est des réglementations qui bougent tout aussi. à fait. C'est vrai que la réglementation, même pour les personnes handicapées, c'est pas la même là maintenant qu'elle n'était il y a encore, je pense quelques années. Il y a eu, oui aussi l'effet covid peut-être Oui, comme par et puis exemple, forcément il y a plein d'événements comme ça assez aléatoires là qui vont arriver encore sûrement dans le futur et ta checklist va encore je pense, évoluer mais oui, OK, on a bah, de toute également. façon, on en a je pense que déjà là, on a un aperçu assez large de tout ce qu'il faut vraiment, enfin les points vraiment d'attention, qu'il faut avoir quand on rentre en contact avec une salle, quand on visite une salle. Moi, tu vois, ces questions d'assurance, ces questions de limitation sonore, tout ça, c'est des choses vraiment Que tu savais pas. que je connaissais pas Ouais. et c'est super intéressant. Il y aura ta checklist encore une fois Oui, que qui va qui va les internautes pourront compléter, oui. télécharger. Maintenant, j'aimerais qu'on passe au dernier segment du podcast, qui sont, bah, les questions que je pose à tous les invités. Elles n'ont pas changé. Donc la première que je vais te poser, c'est, s'il y a un conseil, s'il y a un mauvais conseil que tu entends souvent donner, dans le domaine de l'organisation de mariage? Qui est donné par une wedding planner aux mariés ou plutôt les mariés, Non, bah, peut-être sinon si on la tourne différemment, est-ce qu'il y a des idées reçues vraiment que tu as en tête et qui sont persistantes? Hein, dans le domaine de l'organisation de mariage ou du mariage, vraiment au sens large. bah, je dirais par exemple, les personnes qui ne prévoient pas un budget et qui se disent, en fait, qui ne se renseignent pas sur les prestations et leurs coûts. Aujourd'hui, on a le salon du mariage, on a tellement de choses sur internet qui font qu'on peut savoir combien coûtent, les prestations et souvent tu as des mariés qui ont un budget qui n'est pas réaliste malheureusement et qui veulent souvent, bah, du coup des mariages assez grandioses et c'est triste parce que la plupart du temps, en fait, ça réduit leur champ de possibilités et je pense que s'ils se renseignaient davantage et qu'ils, continuaient, bah, à économiser, à se renseigner, je pense que ça leur permettrait d'avoir leur mariage de rêve. C'est une question, en fait, d'organisation, comme on disait, mais aussi de renseignement et aujourd'hui, il y a tellement d'outils, donc quand tu as des mariés, qu'on leur dit: «Oui, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir compter sur les enveloppes, qu'on vous donnera le jour J», par exemple. Moi, je trouve que c'est aberrant, de compter sur les enveloppes du jour J. C'est des choses, en plus, qui continuent à se faire, malheureusement, mais ce n'est pas normal. Donc la question du budget, c'est un peu tabou, mais moi, j'essaye d'être transparente avec mes clients, de savoir quelle est leur situation et vraiment de leur dire, voilà, s'ils sont pas prêts financièrement, je leur dirai s'il faut et leur faire comprendre comment il faut, pour pouvoir justement, bah, avoir le mariage qu'ils recherchent, en fait et ne pas les mettre dans une position de frustration où ils veulent certaines choses, mais que ce n'est pas possible et leur faire croire que c'est possible, mais plutôt trouver des solutions. C'est plus dans ce sens-là. Ensuite, beh, comme on l'a indiqué, on nous dit toujours que oui, il faut trouver, la salle, le traiteur et cetera. Le commencement, c'est toujours la wedding planner parce que c'est elle qui donne le ton. On va penser que la wedding planner, elle est juste là, pour pouvoir, s'ajouter, mais en fait, c'est la wedding planner, en fait, qui va permettre d'organiser, de coordonner, d'aider à mettre en place, les idées qu'ont les mariés et je trouve que c'est dommage de mettre la wedding planner, on est souvent sur la touche, alors qu'on est vraiment, les chefs d'orchestre de ce mariage. De choisir aussi un lieu de réception qui n'est pas cher, en pensant que parce qu'il n'est pas cher, ça va faire l'affaire, on va pouvoir, pallier sur le reste. Mais sachez que quand vous avez un lieu que vous prenez pas cher et qui n'est pas forcément, on va dire, assez, adapté pour, le mariage, ça peut être par exemple une salle municipale ou,
une salle de mairie, ou une salle quelconque, souvent, en fait, ça vous revient beaucoup plus cher parce que vous vous retrouvez à faire la déco toute seule, à devoir, en fait, aménager les murs qui sont souvent, un peu enfantins, on va dire ça comme ça, et ça demande beaucoup plus, d'investissement que prévu. Donc souvent, vaut mieux prendre, le temps de réfléchir à un budget pour le lieu de réception en mettant le prix, quitte à prendre une salle, avec, la déco comprise ou, le mobilier, déjà compris, que plutôt se dire, de prendre un lieu pas cher et se retrouver avec, des petites galères. Et après je pense qu'il faudrait aussi, penser à tout ce qui est, faire attention en fait à quand on dit que oui, on va faire appel à la famille. Par exemple pour le photographe. Le photographe, c'est des photos, enfin le mariage c'est une seule fois dans sa vie, donc c'est dommage de prendre le photographe, qui est un ami d'un tel ou qu'on connaît parce que, en fait, il fait des belles photos, il veut se lancer. Mais on peut vite être déçu de prendre des personnes de l'extérieur et qu'on ne connaît pas l'expérience. Pareil avec le traiteur, si c'est un traiteur familial qui n'a pas l'habitude d'avoir la pression et de faire autant de nourriture, ne vous mettez pas dans une situation où voilà, vous vous retrouvez avec un traiteur qui n'arrive finalement pas à gérer la situation le jour J parce que ça peut arriver. De penser aussi qu'un planning ne sert à rien parce que le planning permet de donner le ton à la journée, de savoir où on en est, comment se déroule la journée, comment elle commence et comment elle se termine. Et penser aussi tout se décharger au niveau des témoins. Je pense qu'aujourd'hui, on pense que les témoins doivent tout faire. C'est un peu les sacs à main des mariés, j'aime bien les appeler comme ça. Mais je trouve que non, en fait, en réalité, les témoins sont juste là pour assurer les mariés et être les seconds des wedding planners. Donc souvent on pense qu'ils doivent tout faire, mais souvent eux aussi ils ont la pression et je pense qu'en fait les rôles ne sont pas assez répartis. Donc c'est souvent ce que j'entends, oui, la dame de compagnie, les témoins doivent tout faire, les pauvres. Donc oui, je pense que c'est souvent les idées reçues que j'entends et heu et je pense qu'il faudrait revoir, ces choses-là et vraiment continuer à être curieux, se renseigner et je dirais même aller au salon du mariage. C'est vraiment, un salon qui permet d'en savoir plus si vous vous posez des questions et bien entendu, ce podcast qui vous donne également des réponses, aux idées reçues. Eh ben écoute, c'est parfait. En plus, tu nous en as donné plein, donc on a l'embarras du choix. Maintenant, est-ce qu'il y a un outil, un logiciel, un objet, une application dont tu ne pourrais pas te passer dans ton quotidien de wedding planner? Alors, j'ai déjà les logiciels, de bureau, c'est-à-dire tout ce qui est, Microsoft Word et Excel et PowerPoint, parce que j'aime beaucoup faire des présentations à mes clients avec, des photos d'inspiration, leur univers et cetera, comme une sorte de présentation. Donc j'aime beaucoup, utiliser PowerPoint pour cela. Word pour tout ce qui est document, dont le document qui fera partie du podcast avec la checklist et Microsoft Excel pour tout ce qui est tableau, pour gérer le budget, des mariés ou toute autre, question, concernant en fait, heu, la coordination et enfin après on a tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, on a aussi Canva avec, lequel je personnalise beaucoup, beaucoup de choses. Et après, ça va être les outils de tous les jours, l'ordinateur, bloc-notes, les petits pense-bêtes, voilà. Après, j'ai pas d'application à proprement dit, mais j'en connais que beaucoup de wedding planners utilisent comme Trello et Wedding Plan, qui sont très bien d'ailleurs, à utiliser pour l'organisation. Mais j'aime bien être un peu à l'ancienne. Mais je pense qu'à force, si d'ici là je reste débordée, peut-être que je m'y remettrai. Mais ce sont de très bonnes, applications, qui permettent vraiment à une wedding planner de s'organiser. Heu, donc voilà. Est-ce qu'il y a une tendance que tu vois venir là pour les années à venir dans le domaine du mariage? Alors Une grande beaucoup tendance? de couleurs, je trouve. On est moins dans les tendances nudes, on est beaucoup dans les coloris, qui sont, des mélanges, assez, flashy ou automnal. Je vois beaucoup aussi de pampas, donc les décos un peu bohème chic, qui revient souvent, et qui est d'ailleurs indémodable. On a beaucoup le côté do it yourself ou le côté éco-responsable que beaucoup de mariés, aiment bien, remettre au goût du jour, donc prendre des,
des éléments de décoration qu'elles trouvent, qu'elles chinent ou qu'elles refont elles-mêmes. Et beaucoup aiment bien faire ce genre de choses. Bon, des fois, c'est pour amoindrir le coût, mais des fois, c'est aussi pour mettre sa petite touche personnelle, quand la mariée aime bien faire les choses d'elle-même. Et sinon, je dirais beaucoup les mariages un peu à l'américaine avec du coup les cérémonies laïques, avec les cérémonies qui se font en extérieur. Et je pense que oui, c'est plus ces tendances-là qui ont l'air d'être dans l'air du temps. Ok. Et enfin, un mot pour la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors, ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, de pouvoir rendre heureux mes futurs mariés, de faire en sorte vraiment de répondre à leurs besoins et que ça perdure, que mon activité perdure, malgré les temps qui sont durs, hein, parce qu'on a traversé le Covid, l'inflation. Donc, j'espère rencontrer d'autres wedding planners également consoeurs, mais aussi des futurs mariés et que Planners aussi perdure parce que c'est une très bonne plateforme qui me permet aujourd'hui aussi de discuter avec vous. Et voilà, j'espère que je pourrai rendre heureux encore de nombreux mariés et pouvoir répondre à tous les besoins. Eh ben, ce sera les jolis mots de la fin. Merci à toi encore, Bénédicte, de nous avoir tant renseigné Merci à toi, sur la Benjamin. visite technique, enfin, sur les lieux de réception. Merci C'était beaucoup, très Benjamin. intéressant et j'imagine que les auditeurs ont beaucoup appris aussi aujourd'hui avec nous. Oui, On te retrouve dans tous les cas sur l'article, encore une fois, qui accompagnera ce podcast. Ce sera sur le blog Planners, oui, tout planners.fr. à fait. On y mettra tous tes liens de ton site, de tes réseaux, hein. On n'en a pas trop parlé vraiment parce qu'on s'est focalisé vraiment aujourd'hui sur les lieux de réception, mais tu as un très beau site et tu es active aussi sur les réseaux. Donc on mettra tout ça. Et puis on se dit à une prochaine sur le podcast ou ailleurs. Merci Merci beaucoup, à toi, Benjamin. Bénédicte. À Ciao, bientôt. ciao. Salut. Ciao. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, j'espère qu'il t'aura plu. Pour nous pousser à continuer l'aventure et à diffuser notre message à toujours plus de personnes, nous avons besoin de ta contribution. Pour cela, il te suffit de prendre 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de nous laisser ton avis sur le podcast et 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout, ça nous aidera beaucoup. Et enfin, n'oublie pas, si tu es wedding planner, tu as encore la possibilité de créer gratuitement ton compte sur planners.fr. Profites-en vite avant que l'accès ne devienne payant. Et quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.